d'abord, le Green Deal a fait des énormes avancées depuis 2019, malgré un contexte de polycrise qu'on a connu en Europe. On a tout d'abord mis en place un cadre réglementaire et législatif très ambitieux et englobant. On a décidé ensemble de faire beaucoup plus sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur la décarbonation du transport maritime, routier, de l'aviation. Et maintenant, il est temps de mettre en œuvre ce Green Deal au niveau national. Donc, ce sera une étape extrêmement importante pour que le Green Deal porte ses fruits sur le terrain. En plus, nous avons également mis en place un pilier financier pour le Green Deal avec la facilité de relance et résilience qui finance à hauteur de 37% de son budget total les ambitions climatiques. Et également, nous avons relaxé les règles sur les aides d'État pour permettre en fait de financer les industries de la transition verte partout en Europe. Et on le voit aussi bien en France qu'ailleurs avec la mise en place des gigafactories pour les électrolyseurs, pour les batteries, etc. Par contre, aujourd'hui, le contexte il est beaucoup plus brutal. On est face à des conflits, à des tensions géopolitiques, géoéconomiques, des distorsions introduites par les politiques industrielles des autres puissances. Donc le Green Deal doit être renforcé, rendu plus résilient en interne et plus stratégique à l'extérieur. Et on vous laisse découvrir comment ça peut être fait avec l'article du Ramsès. Le Global Gateway voit le jour en fin 2021, après plusieurs années de discussions, de réflexions sur comment améliorer l'influence de l'UE dans le monde et donc en filigrane, comment contrebalancer l'influence de la Chine dans les pays en développement. Son ambition est de mobiliser 300 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour financer des infrastructures de transport, de l'énergie, de l'éducation, recherche, de la santé ou du digital dans les pays partenaires. Et le focus vraiment, c'est effectivement de faire attention à la gouvernance, respecter des hauts standards en matière d'environnement, de respect des droits de l'homme. Et dans ce sens, c'est une vraie alternative au modèle du Belt and Road Initiative développé par la Chine qui a été très critiqué pour la nature non durable, l'endettement aussi que les projets qui ont été soutenus ont pu provoquer dans les pays partenaires. En même temps, il faut également voir que le Global Gateway est à son début. Donc c'est difficile de se prononcer sur ces effets. Par contre, ce qu'il faut effectivement faire aujourd'hui, c'est le pérenniser, donc lui assurer des sources de financement dans la durée, mais également l'intégrer dans une diplomatie géoéconomique et climatique de l'Union européenne, afin aussi de chercher les synergies avec les autres initiatives développées par l'Union européenne dans le monde. Comme je le disais, c'est encore très tôt pour se prononcer, mais on peut anticiper en fait que le Global Gateway, c'est un moyen pour l'Union européenne de devenir un acteur international géopolitique et géoéconomique, un moyen aussi de proposer une offre de sécurité économique et climatique pour les pays en développement et faire cela également en synergie avec les autres partenaires du G7 qui développent également des initiatives semblables au Global Gateway. Une autre potentielle retombée positive pour l'Union européenne, ce serait la remise en selle du partenariat avec l'Afrique. Il faut noter que le Global Gateway alloue 50%, donc 150 milliards d'euros du budget total du Global Gateway à la relation avec l'Afrique. Ici, il sera absolument essentiel de se concentrer sur les priorités du continent africain, c'est-à-dire l'accès à l'énergie, la construction des villes durables, l'électrification des usages et bien évidemment faire cela dans les meilleures conditions de gouvernance et de respect de l'environnement et de droits de l'homme.